Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. D'abord, juste en une seconde, parce qu'il y avait des choses intéressantes dans l'intervention précédente. Moi, j'ai entendu que la mode n'était pas là pour changer le monde. Moi, je crois que si. Je crois que la mode doit changer le monde et que tout le monde doit changer le monde. Premièrement. Et deuxièmement, alors j'ai un passé de dirigeant d'institut de sondage, IFOP, donc je suis très imprégné d'opinion publique et d'études conso. Et il y a bien un truc dont je suis convaincu, c'est que, et notamment un secteur comme la mode, c'est que vous ne devez pas suivre le monde, mais plutôt l'anticiper. Et je rebondis sur David là pour dire la mode doit être le futur. La mode doit être le futur, et évidemment ce futur c'est pas la continuité du passé. Donc il faut être hyper disruptif et il faut pas faire comme tout le monde, même si il y a de la fast fashion qui vend des choses qui sont pas souhaitables pour le monde et que ça continuera d'exister, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la place pour d'autres choses. Et je pense que notamment Robin, tu vas montrer des choses intéressantes de ce point de vue-là. Alors, le principe, l'idée, la philosophie, moi j'aime bien dire, du biomimétisme, c'est un truc bête comme chou, c'est tout simplement prendre modèle sur les autres formes de vie qui nous entourent et finalement accepter de prendre une petite claque dans la gueule qui consiste à reprendre conscience qu'on n'est pas seul au monde et qu'on est loin, loin, loin d'être les meilleurs. On est même probablement les pires, parce qu'en 150 ans de révolution industrielle, on se met déjà en péril en tant qu'espèce. Ça, c'est un truc de fou quand même, parce qu'en tant qu'Homo sapiens sapiens, on a 250 000 ans. La vie existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Alors tout n'a pas 3,8 milliards d'années, mais disons que la plupart des petites choses qui respirent, qui crépitent, qui bougent, qui gesticulent autour de nous, elles ont 10, 100, 200 millions d'années. Allez, un requin, on va aller jusqu'à 400 millions. Les forêts qui nous entourent, 400, 450 millions d'années. Et donc tout ça, ça a fait preuve de résilience, d'adaptation continue. La vie, c'est que de l'adaptation continue. C'est un cahier des charges. Alors on peut le voir, le biomimétisme, de différentes manières, à différentes échelles. On peut s'inspirer d'une coloration d'une aile bleue de papillon morpho qui est composée de 4 strates d'écailles qui vont créer une diffraction de la lumière blanche pour créer de la couleur sans pigment, sans chimie, pour faire de l'innovation très techno, de la coloration dite structurale. Ça intéresse des gens comme L'Oréal, par exemple. Voilà, créer de la couleur sans chimie, sans pigment. Mais on peut aussi, sur un process, revenir un peu en amont et se dire qu'est-ce qui fait la résilience d'un biotope ? C'est beaucoup de diversité, beaucoup d'interactions. Aujourd'hui, dans vos secteurs comme dans beaucoup d'autres, on entend beaucoup parler de naturalité. C'est très chouette. L'huile de palme, c'est naturel. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le process pour extraire de la ressource naturelle et la transformer. Et donc, ne pas être toujours obsédé par le produit fini, mais penser aussi l'ensemble du cycle de production, de la création de valeur. Et pour terminer en un mot, parce que il faut qu'on se parle. Moi, j'aime bien, depuis quelques temps, parce qu'on travaille beaucoup ce sujet de la bio-inspiration, notamment avec des grands groupes de cosmétiques. J'aime bien les challenger dans nos travaux de consulting sur un concept que j'ai lancé et sur lequel j'ai un peu réfléchi depuis quelques années, qui est l'idée de beauté globale. Dire qu'est-ce que dans les produits, vos actions, vos offres, etc., qu'est-ce que ça apporte au monde ? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la beauté a été très anthropocentrée. C'est comment rendre les femmes et les hommes beaux, belles et beaux, si vous voulez. Donc c'est une approche ultra narcissique. Et être beau, nous, dans un monde dégueulasse, on s'en fout, honnêtement. Ça n'a aucun sens, c'est une espèce de mode sans issue, ça. Et donc, ce qui peut être interpellant, c'est finalement d'inviter, je termine là-dessus, d'inviter le vivant, la nature, autour de vos tables de travail, de conception, de création, de l'inviter comme votre directeur de création, directeur artistique, je ne sais pas comment vous dites, et de vous demander comment est-ce que la nature créerait.
Et la deuxième question, c'est est-ce que la nature achèterait le produit que je suis en train de faire? Et comment est-ce que ce que vous faites peut contribuer à la beauté du monde? Comment est-ce qu'en m'habillant, en achetant des accessoires ou je ne sais quoi, des choses très belles que vous faites, comment est-ce que je me rends beau et comment je rends le monde beau? Je termine là. Merci. Alors, comment je rends le monde beau? David, vous parlez de biomimétisme systémique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et comment ça peut nous aider à rendre le monde beau, si je rebondis sur la proposition d'Alain? J'ai tout de suite envie de rebondir, parce que moi, c'est exactement ce qui a fait que je suis allé dans la mode. J'avais envie de créer de la beauté. Et en fait, de découvrir l'horreur, la catastrophe écologique, de découvrir la catastrophe humaine, c'est ce qui a fait que j'ai vraiment eu envie de changer de parcours, en me disant, tiens, je travaille avec des entreprises qui n'ont pas vraiment envie de changer. Comment je fais pour trouver celles qui ont envie et que je les accompagne pour créer ce beau-là? Et c'est là où moi j'ai eu la chance d'être très bien guidé tout de suite. J'ai découvert, donc j'ai quitté mon dernier boulot en 2009. En 2010, je découvre le Cradle to Cradle, qui est une économie circulaire qu'on appelait impact positif, en fait, qui a la volonté de créer la régénération. C'est vraiment l'envie de créer l'abondance. Et c'est là où on parle d'un biomimétisme systémique. Pendant très longtemps, je commençais mes présentations du Cradle to Cradle en posant cette question: comment la nature a-t-elle fait pour créer l'abondance, pour vivre, évoluer, grandir pendant 4 milliards d'années sur Terre sans s'autodétruire? Et c'est là où on invite à penser en termes de cycle, de comprendre une chose, notamment qu'on dit beaucoup dans l'économie circulaire, c'est qu'en fait l'économie linéaire n'existe pas. Dans la nature, l'économie linéaire n'existe pas, et quand nous, on parle de prendre, produire, jeter, on oublie qu'une fois qu'on jette, il se passe tout un tas de choses. Et se comprendre en fait qu'on veut passer d'une économie circulaire à impact négatif massif vers une économie circulaire à impact positif. Et c'est là où on parle d'économie de la régénération. Une des choses qui est culturellement très difficile pour nous, et moi c'est un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est de voir qu'aller vers cette société de l'abondance, ça ne veut pas dire qu'on va tous vivre comme des milliardaires, bien au contraire. C'est de voir qu'en fait l'abondance pour tous relève surtout de la sobriété de chacun. Et qu'est-ce que cela signifie? Et moi j'aime bien donner cet exemple, j'en parlais encore hier soir à un dîner, c'est un mime qui tournait sur les réseaux sociaux pendant très longtemps. À chaque fois que je le voyais, j'étais obligé de le partager. J'ai fini par l'inclure dans ma présentation. C'est l'histoire de scientifiques qui expliquent que si ils observent une famille, un clan de singes dans leur monde sauvage, dans leur écosystème naturel, qu'ils leur mettaient à disposition leur aliment favori, s'ils observaient un seul de ces singes qui essayait de s'accaparer la totalité des aliments pour lui et n'en laisser aucun pour les autres, il viendrait à la conclusion que cet animal n'est pas fait pour la vie en société et qu'il est dangereux pour sa propre espèce. Quand un être humain le fait, on le met en couverture de Forbes. Et c'est là où, culturellement, on doit avoir cette évolution, où comment est-ce qu'on va faire pour apprendre à partager les ressources et vivre l'abondance de la nature. C'est là aussi où et je pense que je dois me rejoindre les idées d'Alain sur ce sujet-là. Quand on parle de biomimétisme systémique, on a envie aussi de sortir d'une approche réductionniste de l'écologie, qui trop souvent, malheureusement, et heureusement c'est en train de changer aussi, mais je l'entends encore trop souvent, qui se réduit à l'impact carbone. Le carbone est un élément essentiel à la vie. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il est coincé dans l'atmosphère alors qu'il devrait être dans les sols. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de réduction de nos impacts négatifs qui sera suffisante. On doit rentrer dans des stratégies qui font le bien. Ce que j'essaye souvent de partager, ce que je vais partager tout à l'heure dans l'atelier que je vais animer, c'est de dire que réduire le mal que nous faisons ne pourra jamais être égal au bien qu'il est nécessaire de faire. Souvent, pour illustrer ça, je prends un exemple. Si un mari bat sa femme et ses enfants, lui dire qu'il faudrait frapper un peu moins fort et un peu moins souvent, c'est pas la bonne idée. C'est pas ça, aimer sa famille, c'est pas ça, prendre soin des gens qu'il y a autour de nous. Et donc, c'est vraiment avoir ce changement dans l'approche qu'on va avoir de l'écologie, à comprendre comment est-ce qu'on peut faire le bien, comment est-ce qu'on le conçoit. Et là s'ouvre un champ des possibles complètement différent. Et pour revenir au carbone, imaginez la stratégie qu'on a avec les réductions carbone aujourd'hui, c'est comme si le siphon de votre douche était bouché.
et que vous vous dites comment est-ce que je fais pour me laver avec un peu moins d'eau tous les jours, sans vous demander comment je fais pour déboucher le siphon. Et aujourd'hui, c'est ça notre stratégie principale. Comment on fait pour se laver avec un peu moins d'eau? C'est pas de se rendre compte que le carbone doit circuler comme tous les éléments de la vie sur Terre. Il dépend de flux circulatoires très importants. Imaginez que, moi, quand je me suis intéressé à ces sujets, en Europe, en 2010, on avait 48,8% des sols agricoles européens qui étaient de qualité désertique, en dégradation. Aujourd'hui, on s'approcherait plus des 60-70%. C'est des sols qui ne rendent plus les services écosystémiques qu'ils sont censés rendre. Retenir l'eau, filtrer l'eau, séquestrer le carbone, devenir des abris pour la biodiversité, la fertilité des sols. C'est ce changement-là, comment est-ce qu'on prend soin du vivant autour de nous. Et c'est là où on rentre dans un biomimétisme systémique. Alors, merci. On va justement parler d'un exemple inspirant, un exemple d'un entrepreneur. Robin, vous dites que c'est en observant la nature que vous avez eu l'idée d'utiliser le byssus de moule, de créer Bisco. Quel est l'intérêt pour un entrepreneur de s'inspirer du vivant? Le premier truc que j'ai envie de répondre à cette question, c'est la performance. Je dirais que le modèle de la nature, c'est le modèle le plus performant. Et après, quand on essaye de le mettre dans un modèle industriel, il y a tout un tas de complications, mais je dirais que le tissu industriel actuel, il n'est pas fait pour ces modèles qu'on décrit d'un point de vue théorique. En tout cas, pas encore. Et du coup, moi, avec la société Bisco, ce que j'essaye de faire, c'est de créer un exemple pour prouver qu'il y a d'autres modèles qui peuvent fonctionner. Donc voilà, on parle beaucoup de transition écologique, transition environnementale. Moi, je crois que c'est une évolution des habitudes et des technologies sur 3 secteurs d'activité. Donc il y a l'agriculture, l'énergie et les matériaux. Et du coup, nous, on se positionne sur les matériaux. On essaye de catalyser ça, accélérer la transition environnementale des matériaux. Et du coup, dans le biomimétisme, je pense qu'il y a une notion qui est hyper importante, c'est le fait que toutes les choses sont interconnectées. Donc, par exemple, je sais pas moi, un arbre, il va perdre ses feuilles vont nourrir la terre, et ça va refaire des nutriments pour que l'arbre puisse pousser encore plus haut l'année suivante. Et tous ces éléments sont interconnectés. Donc ces 3 transitions dont je viens de vous parler sont aussi interconnectées. Du coup, la transition environnementale des matériaux, moi, je la définis sur trois grands blocs de compétences. Le premier, c'est les marchés, parce qu'en fait, les matériaux doivent trouver les marchés. Il y a une réalité économique derrière les entreprises. Et les 2 autres, c'est un petit peu de se dire qu'on n'a pas inventé le bois parce qu'on avait des scies à disposition, mais on a inventé des scies parce qu'on avait du bois. Donc, j'aime bien cette phrase, c'est « la matière engendre les procédés ». Et c'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir. On identifie les gisements de matières premières disponibles, et ensuite on développe les procédés pour les transformer. Et du coup, nous, c'est ce qu'on fait. On capitalise sur ces 3 blocs de compétences. On a identifié le gisement du byssus de moule, qui est une fibre tout à fait remarquable, et on développe les procédés pour le transformer. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Merci Robin. Alors on va parler de la mode. Alain, vous nous proposiez que s'inspirer du vivant, on puisse repenser la mode, recréer la mode. Comment on pourrait faire ça? Quelles sont vos propositions? D'abord, honnêtement, j'ai pas votre expertise, mais y a différentes façons de faire. Encore une fois, on peut être à de multiples échelles et en gros de l'amont à l'aval. Tout est intéressant et tout est bon à prendre. C'est-à-dire, par exemple, pour rebondir sur ce que vient de dire Robin, le vivant, c'est un manufacturier matériaux exceptionnel. Et dans son cahier des charges, il y a des choses qu'on peut aborder simplement. Tout est produit avec le minimum de dépenses d'énergie, en s'approvisionnant en ressources locales, en consommant le moins de matière possible. C'est pas compliqué, le vivant dans sa façon de fonctionner, d'une certaine manière, on pourrait dire, il recherche toujours la solution de facilité. La facilité.
c'est fatigant de produire de l'énergie, c'est fatigant de consommer de l'énergie, c'est fatigant de stocker de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'un albatros fait 10 000 km sans battre des ailes? Il ne peut pas battre des ailes pendant 10 000 km. Donc il va bloquer son aile avec un tendon sur l'épaule, il va planer, il va faire un vol de gradient entre 0 et 20 mètres, il va prendre de l'air ascendant, etc. Produire localement, se sourcer localement. Dans le principe du sourcing du vivant, comme manufacturier, comme finalement créateur, on n'a jamais vu un castor faire 2000 bornes pour aller chercher son bois. Ça n'existe pas. Et là où c'est challengeant, et là où moi je crois beaucoup à une mosaïque de création artistique plutôt qu'à des choses standardisées, c'est que la standardisation mondialisée uniforme, ça n'existe pas dans le vivant. La mode standardisée, uniforme, mondialisée, ça n'existe pas dans le vivant. Pourquoi ? Parce qu'on se source localement, on se source dans son biotope, on dépend de son biotope. Aujourd'hui, dans la majorité de nos équipements, etc., on dépend de biotopes qui sont à 20 000 bornes de chez nous. Alors on a une émotion hein, quand on voit ces biotopes à 20 000 bornes qui sont dégradés, etc. Mais c'est pas chez nous. Nous, on n'a pas de plage de la façade atlantique, ici, jonchée de détritus plastiques. C'est marrant, ça. Pourquoi il y en a là-bas et pas chez nous? Donc, le biotope de proximité, c'est ce qui conditionne la capacité des espèces vivantes à vivre. Et en fait, ça change tout, parce que, d'abord, moi je trouve ça intéressant dans vos activités d'avoir une mosaïque artistique, plutôt que d'avoir les mêmes fringues d'un bout à l'autre de la planète. C'est d'ailleurs sidérant quand vous allez dans des endroits mais les plus reculés du monde, et vous tombez sur des mecs qui ont des t-shirts Nike, etc. C'est hallucinant, mais c'est même impressionnant. Et quand vous vous souciez de votre biotope de proximité, parce que c'est votre matière première, ben vous en prenez soin, vous faites attention. Vous prenez sur le vivant prend sur le vivant, mais il prend raisonnablement, il donne la capacité à l'écosystème de respirer, de se renouveler. Donc déjà, voir comment on peut faire avec ce qu'on a. Et évidemment, quand on cherche à faire avec ce qu'on a, c'est comme, voilà, on va faire un gâteau ce soir, qu'est-ce qu'on a dans les placards? Voilà. Hein, on n'est pas obligé d'aller tout de suite chercher, faire des courses, etc., à l'autre bout du monde. Donc on fait avec ce qu'on a, on essaye d'être créatif de ce point de vue-là, on essaye de rendre les choses désirables. Je rejoins ce qui a été dit précédemment, il faut créer des futurs souhaitables, comme certains aiment le dire, et ils ont 1000 fois raison. Il faut surtout créer des futurs désirables. Surtout désirables. Depuis plusieurs années, on fait beaucoup la pédagogie du pourquoi il faut qu'on change. Je pense qu'on l'a compris. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas compris. Bien sûr qu'on l'a compris. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire la pédagogie du comment. Et c'est là où le biomimétisme, cette idée de prendre modèle sur le vivant, est un paradigme, est une philosophie, est un nouveau modèle. C'est-à-dire que le vivant, c'est le comment. Encore une fois, ça a été dit, et je termine dans une minute, ça a été dit, c'est le plus puissant des alliés, c'est le meilleur designer, c'est le meilleur logisticien, c'est le meilleur ingénieur, parce qu'encore une fois, on optimise. Et on optimise en amélioration continue, et en évolution continue, en adaptation continue. La vie, ce n'est que de l'évolution. Rien n'est immortel, et rien n'est acquis pour toujours. Ce qui vit aujourd'hui, c'est à peu près 1% de ce qui a vécu. J'en ai discuté avec un paléo il n'y a pas si longtemps. C'est ça, c'est à peu près ça. Et donc, le fait que le monde change, que le monde bouge, c'est une constante des principes de la vie. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il bouge trop vite. Parce que pour s'adapter à un truc qui bouge, il faut quand même avoir le temps de réaction. Enfin, surtout les espèces vivantes. Mais nous aussi. Et l'enjeu aujourd'hui, et je termine pour rebondir sur ce qu'a dit David, c'est comment est-ce qu'on se remet en capacité de créer de la biodiversité. Comment est-ce que la mode, et je rebondis sur un propos de Pierre-Henri Gouillon, qui est un professeur du muséum, spécialiste de l'agriculture, des semences paysannes, etc. Et je fais un parallèle, un jour en discutant avec lui, il m'avait dit, il faut que l'agriculture cesse de produire de la bouffe, elle doit produire de la biodiversité. Et en fait, c'est applicable à tout le monde, à tout ce qu'on fait. Et la mode aussi doit reproduire de la biodiversité, parce que évidemment, la biodiversité, c'est une réponse aux enjeux climat. Si on a un excès de carbone dans l'air, c'est parce qu'on n'a plus assez de vie sur Terre. Et donc, si on veut décarboner l'atmosphère, l'urgence, c'est de recarboner la Terre.
Merci Alain. David, et on m'indique qu'on a 5 minutes, donc on a moins de temps de prévu. Mais David, et je vais passer la parole à David puis à Robin, votre proposition, vous, pour une nouvelle philosophie pour la mode? J'allais dire, c'est pas vraiment la mienne, je la porte, mais en fait, je me rends compte à quel point le cradle to cradle est complètement aligné avec tout ce qu'a dit Alain, parce que les principes de base de la pensée du cradle to cradle, c'était d'abord une philosophie, et qui reposait sur 3 principes. Le premier, déchet égale nourriture. Dans la nature, le déchet n'existe pas, tout ce qui est rejeté par un organisme est la nourriture d'un autre organisme ou d'un autre écosystème. Et en même temps, c'est là où ce que disait Alain aussi, là, ce que la mode doit apprendre à faire, c'est aussi créer comme la nature. Un cerisier ne se demande pas cette année combien il va faire de fruits, combien il va faire de feuilles, combien il va faire de fleurs. Il fait toujours le maximum de ce qu'il peut faire en fonction de ce qui est disponible pour lui, mais parce qu'en même temps, il ne crée rien d'inutile. Et c'est là aussi où nous, on va devoir trouver cet équilibre dans notre recherche du beau et dans notre travail de l'esthétique et de la création, parce qu'on est une espèce qui aime jouer, qui aime s'amuser, qui aime créer. Donc on va aller voir jusqu'où on peut aller avec ça et comment est-ce qu'on peut faire. Le deuxième principe du cradle to cradle, c'est d'utiliser le bénéfice naturel du soleil. La quantité d'énergie qui arrive sur Terre tous les jours est supérieure à celle que les humains ont utilisée depuis qu'ils ont commencé à faire du feu. On a de l'énergie en abondance, à nous d'apprendre à l'utiliser. Et ensuite, et je reviens à ce que disait Alain aussi sur la localité, le troisième principe de base du cradle to cradle, c'est célébrer la diversité. L'un des cofondateurs de cette pensée-là est architecte, et un de ses premiers chocs en tant que jeune designer, c'était de voir que pendant des siècles, on ne construisait pas nos maisons de la même manière dans le désert de Jordanie, en Norvège ou au Japon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met du parpaing et du béton partout? Et c'est cette standardisation qui est extrêmement dangereuse parce que les objets que nous créons ne remplissent plus le rôle qu'ils sont censés jouer. Et c'est ça qui a donné une méthodologie qui repose sur plusieurs critères. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps apparemment pour entrer dedans, mais pour les faire très rapidement, le premier critère du cradle to cradle, c'est la santé des matériaux, c'est la toxicité. Ce qu'on veut absolument, et la chose à laquelle on doit faire attention aujourd'hui, c'est la qualité des produits qu'on utilise. On doit arrêter de créer du poison et de créer des produits toxiques qui sont dangereux pour la vie et l'environnement. Ça, c'est la première étape. Et on a énormément de travail à faire. Faut imaginer que la plupart des vêtements qu'on porte, et ça a changé ces dernières années, la plupart des vêtements que nous portons ne sont pas faits pour aller sur la peau humaine, ne sont pas faits pour le contact avec la peau humaine. La plupart des cosmétiques que nous utilisons ne sont pas faits pour aller sur les corps humains, ne sont pas faits pour se retrouver dans l'environnement. Et on sait faire, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas un manque de connaissances, on sait le faire. C'est vraiment comment est-ce qu'on passe à l'action. Le deuxième critère, ensuite, est la circularité. Le troisième vient ensuite la qualité de l'air, l'énergie, la gestion des gaz à effet de serre. Et après, on parle de gestion de l'eau, de gestion des sols. Et évidemment, on parle des humains. C'est le dernier critère du cradle to cradle. Ça ne sert à rien de regarder tout ce qu'on a regardé avant si on ne fait pas attention aux gens qui ont participé à cet écosystème-là. C'est comme ça qu'on essaye de guider les marques, de guider les entreprises. Ça a un coût, bien évidemment. Mais ce qui est génial, c'est que c'est aussi open source. Vous pouvez ne pas être évalué, parce que c'est une certification. Vous pouvez ne pas être évalué, ne pas être certifié par un organisme indépendant. Vous pouvez vous l'appliquer à vous-même. Vous pouvez aller chercher toutes les ressources en ligne et essayer d'appliquer cette philosophie à votre marque. C'est possible. Tout est disponible. Alors, une mode qui s'inspire du vivant, c'est une mode qui se crée localement, qui s'inspire du local, qui n'est pas standardisée, qui respecte le vivant, qui respecte les humains, la nature, les matériaux. Robin, pour conclure, pour vous, comment imaginez-vous, je vais vous poser la question plus sur le textile, qui est plus votre domaine, comment imaginez-vous l'avenir du textile ? Je pense qu'effectivement, il faut s'inspirer du biomimétisme, et il y a la théorie et il y a la réalité du terrain. Nous, on est sur le terrain, donc on essaye de mettre en place ces concepts auxquels je crois très fort. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait d'économie circulaire. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau de la nature pour faire de l'économie circulaire. Nous, aujourd'hui, on a une boîte toute neuve. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Et là, les produits qu'on fait, ils sont recyclables 4, 5 fois. Donc, pour une durée de vie de 20 ans à chaque fois, ok, ça va amener le produit en fin de vie totale. Moi, je ne serai plus là pour le voir. Mais
Mais c'est pour bien montrer qu'aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Donc même si on essaye de faire de l'économie circulaire, il y a une limite qui est que le principe de l'économie circulaire, il est basé sur un principe qui est que c'est possible à l'infini. Aujourd'hui, dans le tissu industriel qui est existant, c'est purement théorique. Ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. En tout cas, pas encore. Parce que, encore une fois, on n'a pas le niveau par rapport à la nature. Mais vous me disiez, on a les moyens de le faire. On a la compétence pour pouvoir mieux recycler les tissus. Ouais, alors ça c'est sûr, les technologies de recyclage des tissus aujourd'hui elles existent. Alors on part par exemple sur un tissu très noble, on va le procédé il est assez simple, hein, c'est découpage, effilochage, et puis après on en refait du non tissé, donc qualité un peu amoindrie. Et pareil, on peut recycler plusieurs fois en rajoutant un peu de matière noble à chaque fois, et ça permet d'aller progressivement vers le modèle du biomimétisme. Mais encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un cap à passer et on en est encore assez loin. Donc voilà. Oui, un mot de conclusion. Donc, des textiles circulaires, un mot de conclusion, Alain ? Un mot de conclusion, il faut être aussi délibérément pragmatique, c'est-à-dire l'économie peut être un levier exceptionnel au service de l'écologie. Il n'y a pas de fatalisme à avoir une activité humaine néfaste à l'environnement. Ça a été le cas majoritairement jusqu'ici, alors on n'est pas, encore une fois, il n'y a pas de fatalisme à être mauvais pour notre écosystème et notre environnement. Il y a beaucoup de puissance narrative, on parlait de marketing et de com tout à l'heure, il y a beaucoup de puissance narrative dans cette capacité à valoriser le vivant et à expliquer comment on fait avec le vivant et pour le vivant et éventuellement inspiré par la nature. Et il y a une très forte capacité à embarquer. Et donc, d'une certaine manière, c'est comment porter votre t-shirt fait de moi un colibri de l'environnement. Un mot de conclusion, David, sur l'avenir de la mode, et on va s'arrêter là. Quand je parlais de biomimétisme systémique, c'est aussi valable pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Ça se fait que dans la collaboration, on a besoin que ça avance en écosystème. Quand vous voyez tout ce qu'il est nécessaire comme process, comme matière pour créer un vêtement, vous ne pouvez pas aller tout seul, aller voir vos fournisseurs, leur dire maintenant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça fait comme ça. Et c'est ça où justement c'est la force du groupe, la force de la collaboration va nous permettre de le mettre en place. Et c'est là où je rejoins ce que Robin disait et qui s'aligne avec Alain, c'est qu'on a besoin d'une stratégie d'évolution continue. On ne peut pas être parfait du jour au lendemain. C'est pour ça que dans l'accompagnement, c'est pour ça que la certification Cradle to Cradle n'est valable que 2 ans, dans le sens où on veut accompagner les personnes qui sont certifiées vers une stratégie d'optimisation permanente. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir où vous en êtes, c'est pas de vous rendre parfait du jour au lendemain, et de vous accompagner. Mais ça, on peut le faire ensemble, on peut pas le faire seul. Et il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenup.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!